Cet homme, à l'apparence tout droit sorti d'un magasin de farce et attrape, c'est Groucho Marx, un comédien considéré comme un des pionniers de l'humour américain avec ses 4 frères, Chico, Harpo, Gummo et Zeppo, aux côtés duquel il a fondé le groupe comique de légende, les Marx Brothers. Ce 12 novembre 1959, sur le plateau de l'émission You Bet Your Life, qu'il présente alors sur NBC, Groucho interviewe un homme à la stature imposante. Lui, c'est Ferdinand Waldo de Mara, que la presse de l'époque surnommait le Grand Imposteur, ou encore le Caméléon. Ferdinand était un escroc américain connu pour avoir endossé différentes identités et pratiqué de nombreuses professions sans en avoir les qualifications ou diplômes requis. A number of years ago, Groucho, I acquired some credentials. How did you get these? I acquired them. Il a été entre autres médecin, gardien de prison, psychologue, avocat et même moine. Doté d'une intelligence supérieure et d'une mémoire photographique, Ferdinand était capable de mener ses impostures à la perfection. Il expliqua plus tard que sa seule motivation était de s'amuser. Juste s'amuser. Sa vie extraordinaire inspira le film réalisé par Tony Curtis en 1961, Le Roi des Imposteurs. Taking other people's names and lives? You can't mean that, Fred. But it's part of the fun and the excitement. Mais la raison pour laquelle je vous parle de Ferdinand de Mara, c'est qu'il a inspiré le personnage principal de la série dont je vais vous parler aujourd'hui. Merci pour ton histoire, Père Casse-Couille, mais tu peux enchaîner maintenant. The Pretender dans la langue de Shakespeare ou Le Caméléon dans la langue de Jacques Sapir est une série américaine en 4 saisons, 2 téléfilms et moult produits dérivés créés en 1996 par Craig Van Sickle et Stephen Long Mitchell. Tous deux connus entre autres pour 24 heures chrono, NIH et Spy Girls. Quoi, c'est eux qui ont fait les Spice Girls, le girls band trop cool des années 90 avec Victoria Beckham, Jerry Halliwell, Mel B, Mel C et Emma Bunton et qui chantait If you wanna be my lover, you're gonna be my friend. Toi, tu connais les Spice Girls? Non. Ok, donc non, Spy Girls, c'était une série de contrefaçons des drôles de dames, Où 3 femmes criminelles se font engager par le gouvernement américain pour faire de l'espionnage et foutre des coups de pied qui bégayent. donc le Caméléon. Ah oui, c'est vrai. Donc, dans cette série mélangeant action, science-fiction et respiration, on suit la cavale de Jarod, incarné par Michael T. Weiss, Que vous avez pu voir entre autres dans Des jours et des vies et Preuve à l'appui. un jeune homme surdoué qui a été gardé captif pendant 33 ans depuis son enfance par une organisation secrète appelée Le Centre. Après son évasion, cette fondation de gros psychopathes envoie à ses trousses Miss Parker, son meilleur agent. Bon après, c'est la fille du directeur, donc c'est peut-être plus une question de piston qu'une question de talent. Hein. Enfin j'en sais rien, ça se trouve elle est super talentueuse, hein, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que quoi qu'il arrive, on aura toujours le doute. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait une loi, ou plutôt une directive dans ce cas-là, qui prohiberait l'embauche par les cadres du centre des membres de leur propre famille. Donc, Miss Parker, incarnée par Andrea Parker. Que vous avez pu voir entre autres dans Jag, Desperate Housewives ou Pretty Little Liars. Donc, Miss Parker a pour mission de capturer Jarod afin de le ramener au centre. Elle se fait aider dans sa quête par Sidney, le psy de Jarod qui le suit depuis qu'il est enfant, et donc qui lui sert de père de substitution. Et Broots, l'archétype du rat de laboratoire inoffensif, Qui est le seul de la bande à être à peu près normal. Putain, le bordel. Et bah t'es pas au bout de tes surprises. Et pourquoi il était enfermé au centre tout ce temps? C'est très simple, les membres du centre le gardaient captif, à cause de son intelligence exceptionnelle et de sa capacité d'empathie très, voire trop développée, dans le but de le soumettre à des simulations ou des reconstitutions d'événements qui se sont produits. pour que les clients du centre aient connaissance des meilleures solutions à adopter face aux problèmes qu'ils rencontrent. Ah ouais, c'est logique, ça se tient. Donc, dans chaque épisode, alors qu'il est recherché par le centre et qu'il recherche lui-même des réponses aux questions qu'il se pose sur son passé, Jarod, qui est un être doué D'une intelligence supranormale. Change d'identité, que ce soit un chirurgien, un photographe, un avocat ou un perceur de coffres manchots. tout cela dans le but de venir en aide à une personne qu'il vient de rencontrer ou de venger une injustice. Bien sûr, étant lui-même un peu taré dans sa tête, à chaque fois qu'il trouve la personne responsable de l'injustice qu'il veut venger, il lui fait subir le même sort qu'à ses victimes. Bon, bien sûr, le décès en moins. Oh non, j'ai horreur d'être privé de dessert. Par exemple, lorsqu'il découvre qu'un virologue a infecté un de ses employés avec un virus mortel et l'a laissé périr, il lui fait subir le même sort en lui faisant croire qu'il a été lui aussi infecté par le même virus, afin qu'il avoue son crime. Jarod, vous m'avez tué! Oh, du calme, Walter. Je ne vous ai pas dit que j'avais fait une petite découverte. Un antivirus, de quoi calmer votre angoisse. Donnez-le-moi, je vous en prie.
Pas question. Vu qu'il a été enfermé et mis à l'écart de la société depuis son enfance, il arrive à Jarod de manquer de compétences sociales et de faire preuve d'ignorance vis-à-vis de notions ou d'objets du quotidien qui font partie de la culture populaire. C'est la raison pour laquelle il n'est pas rare de le voir s'extasier devant des objets comme un Rubik's Cube, Monsieur Patate, des cacas en plastique, le fromage en spray. Il n'y a aucune vitamine là-dedans, mais ça ne fait rien, le goût est excellent. Le fromage en spray et les cacas en plastique? Oui, j'avoue, c'est un peu un pléonasme. Dans les deux cas, c'est de la merde sans goût. Pavé dans la barre. L'intérêt de la série repose principalement sur les mystères et les secrets du passé de Jarod sur lesquels il essaye de faire la lumière. Pourquoi a-t-il été kidnappé? Qui sont ses parents? D'où vient-il? L'autre intérêt de la série vient également de tous les mystères entourant le centre et ses employés. Qui a fondé le centre? Dans quel but? Jarod est-il le seul caméléon? Où est la mère de Miss Parker? Pourquoi Michel Blanc hante encore mes cauchemars? Pourquoi il a pas de pouce celui-là? Le premier épisode commence par une image d'archive montrant Sydney qui s'émerveille face à la partie de Camoulox de Jarod qui vient tout juste d'arriver au centre. Une souris verte qui courait dans l'herbe. J'ai fini mon immeuble. Je compte et je porte une gourmette en pull. Celui-ci n'est avec nous que depuis 36 heures et déjà il montre beaucoup plus de talent que tous les autres. Ensuite, au jour du présent d'aujourd'hui de maintenant de 1996, on assiste à l'arrivée de Miss Parker et Sydney, alors aux trousses de Jarod, sur un bateau où il était capitaine il y a de ça encore quelques jours. Madame, les matériaux à bord sont très explosifs. Tant mieux, moi aussi. ils y trouvent des indices laissés intentionnellement par Jarod pour leur montrer qu'il a toujours un coup d'avance. Il devait sûrement être pressé de s'en aller pour avoir oublié ça. C'est certainement intentionnel. C'est le petit caillou. Il ne veut pas que je perde sa trace. On voit alors Jarod qui déambule nonchalamment dans les couloirs des urgences d'un hôpital plein à craquer. C'est à ce moment-là qu'il gagne la confiance d'une patiente grâce à Google Trad. Vous vous êtes trompé. Vous devez vous rendre aux admissions. Je ne comprends pas le grec. Elle refuse de parler autre chose. Elle dit qu'elle ne veut pas qu'on l'opère. Elle n'a pas confiance dans les médecins. Je vous comprends, madame. Après ce moment helléniste, et alors qu'une petite fille qui s'était prise pour un hypoglouton a une bille coincée au fond de la gorge et est en train de mourir dans l'attente des médecins de l'hôpital qui mettent trop de temps à arriver, Jarod décide de se faire passer pour un médecin et contre l'avis de l'infirmière en chef, il lui pratique une trachéotomie et lui sauve la vie. Ah ouais, il est balèze le gars, il est devenu médecin juste en lisant un livre. Ouais, c'est le principe, il a une capacité d'apprentissage extraordinaire. C'est trop bien, t'imagines si tout le monde devenait spécialiste après avoir lu quelques bouquins? Ouais, j'avoue. Tu serais spécialiste de l'amour entre vampires, humains et loups-garous. On fait ensuite la découverte du chef de chirurgie, dont le beeper n'avait pas fonctionné lorsque les infirmières ont appelé pour faire l'intervention en urgence sur la petite fille que Jarod a finalement sauvée. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce fichu bip. Enfin, cela ne se reproduira pas. Un tout neuf, il prend même les messages. On s'aperçoit donc que le docteur Trader porte très bien son nom, puisqu'après avoir offert un job à Jarod, il lui propose de prendre des parts dans le capital de l'hôpital. Restez avec nous et bientôt vous aurez une Rolls entre les mains. C'est ce qu'on appelle un aptonyme. Une quoi? Aptonyme, A-P-T-O-N-Y-M-E. C'est un nom de famille qui a un sens lié à la personne qui le porte. Comme lui, il s'appelle Trader et il vend des parts d'un hôpital. Ah ok, c'est comme Benjamin Millepied qui est danseur. Voilà. Ou Henri Poincaré qui était mathématicien. Oui bon, voilà, c'est bon, on a compris. Ou encore comme Jean-Michel Apathy, Clémentine Autain, Frédéric Bell, Michel Gérard et Laurent Blanc, Stevie Boulet, Aristide Briand. Ensuite, alors que Sydney et Miss Parker se chamaillent devant une référence plus ou moins subtile à Shining, ils découvrent ce qu'ils pensent être un indice qui pourrait les mener sur la trace de Jarod. M'impressionner? Comment savez-vous autant sur les traditions grecques? J'ai fréquenté un club d'hellénistes. Puis, après s'être émerveillé devant une glace qu'il mange pour la première fois de sa vie, Jarod stalk un enfant handicapé. Waouh, c'est super creepy. Non, mais c'est parce que c'est un enfant victime d'une injustice que Jarod veut venger en fait. N'empêche que c'est un type louche en parka qui fait la sortie d'une école pour regarder fixement un gamin. Hein. Pendant ce temps-là, Miss Parker fait appel à l'aide de Catherine Lara pour traquer Jarod grâce à l'historique de ses retraits bancaires. Mais c'est sans compter sur l'intelligence de Jarod qui a toujours un coup d'avance. Ce salopard a produit le système de repérage. Pendant ce temps-là, à l'hôpital, notre héros surprend malencontreusement un radiologue et une infirmière qui batifolent dans la salle de radiologie. Batifolé. Bah quoi? Non, rien, continuez, monsieur le marquis. Donc, il les surprend en train de papillonner. Voilà, donc il promet au radiologue de ne parler à personne de ce qu'il vient de voir, s'il lui donne son expertise sur les radios d'un patient du docteur Trader. Regardez là, c'est le cliché pré-op. Là, c'est celui du post-op, c'est écrit. Ouais. Mais les deux sont tout à fait identiques. Comment est-ce possible? Ça ne l'est pas. Quelqu'un a dû faire un duplicata des post-opératoires. On s'aperçoit alors que cet enfoiré de docteur Trader a probablement couvert ses traces après avoir commis une erreur médicale. Ensuite, et c'est une phrase que je ne pensais pas prononcer un jour, Jarod
Jarod essaie d'amadouer le garçon en fauteuil roulant, qui s'avère également être le garçon sur la radio falsifiée. Il doit avoir des crampes à force de tourner ses roues. Mais malheureusement pour Jarod, on a appris au garçon à se méfier des étrangers, même quand ils ont des glaces appétissantes. Donc, après s'être pris un râteau par le petit garçon, Jarod appelle Sidney au centre, qui le supplie de rentrer et lui demande pourquoi il est parti. Vous voulez la vérité? C'est à cause des mensonges. Ensuite, la roqueuse de diamants prévient en urgence Miss Parker que Jarod vient de leur voler 5 petits millions de dollars. Le bon côté des choses pour le centre, c'est que ça leur permet de traquer plus précisément la position de Jarod. De retour à l'hôpital, notre médecin caméléon décide de traiter la vieille dame du début à sa façon, en lui massant les pieds et en lui donnant des tisanes. Parce que c'est pas en lui procurant des soins de médecine traditionnels que ça l'aurait soigné, hein. C'est un truc de charlatan à la solde des lobbies pharmaceutiques, ça. Parce que quand on a en face de soi une vieille femme qui a de ça quelques jours été admise aux urgences et que tous les médecins de l'hôpital conseillent de l'opérer, il vaut mieux lui donner un petit peu d'eau chaude et lui faire des petits chatouilles au peton, hein. Calme-toi, t'es vraiment sur les nerfs en ce moment, hein. Tiens, vas-y, prends des billes sucrées imbibées d'une substance à base de cœur de canard dilué 10 puissance 15 fois. Ouais, non, t'as raison, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis vraiment sur les nerfs. Waouh! Wow, c'est violent! Ah oui, mais non, mais c'est du 15CH aussi, mec. Préviens, c'est dangereux. Donc, ensuite, connaissant l'adresse de l'hôtel où séjournent Miss Parker et Sidney, Jarod se fait passer pour un pompier et il fait évacuer l'établissement prétextant une alerte au feu. Il en profite pour parler à Sidney face à face. Qui suis-je exactement? Est-ce que le centre m'a adopté? On m'a volé ou bien acheté? Et où sont mes vrais parents? Le lendemain, Jarod essaie de convaincre l'infirmière du début de l'épisode, qui était au courant des erreurs médicales commises par le Dr Trader, de dire la vérité sur toute cette histoire. On apprend donc que ce connard de trader lui faisait du chantage pour qu'elle se taise, puisqu'il était le seul à savoir qu'elle avait un casier judiciaire. Il a menacé de révéler mon passé si je ne gardais pas le silence. L'infirmière apprend à Jarod que le big boss de l'hôpital était au courant que le Dr Trader avait fait une erreur médicale alors qu'il était ivre, mais a quand même décidé de le couvrir afin de ne pas baisser la valeur de vente de l'hôpital. Maintenant que Jarod a tous les éléments, il décide de mettre en place un plan machiavélique pour se venger. Son plan consiste donc à inviter le patron de l'hôpital à une partie de squash et dans le même temps lui préparer un puissant poison à lui administrer. À la fin du match, le boss de l'hôpital boit son eau empoisonnée et comme prévu, il s'effondre. Alors au bloc opératoire, Jarod informe son boss que le Dr Trader sera en charge de l'opération. Non. Il va s'occuper de vous, Miles. Il a opéré Kevin Bellet. Non, s'il vous plaît, faites-moi l'opération, Jarod. Mais d'abord, je voudrais savoir où se trouvent les radios préopératoires de Kevin Bellet. Derrière le tableau, dans mon bureau. Alors que Jarod récupère les radios originales qui avaient été cachées pour couvrir le crime du Dr Trader, Mademoiselle Parker, qui a retrouvé sa piste entre-temps, rentre dans l'hôpital pour le ramener au centre, vivant ou mort. Ce qui nous donne droit à une course-poursuite palpitante dans les couloirs de l'hôpital. Heureusement, Jarod est sauvé par la vieille dame à qui il avait palpé les petons, et c'est pas facile à dire. Oh, voilà une bonne nouvelle. Quelques jours plus tard, Jarod, alors à l'aéroport, lit dans le journal que le petit enfant qu'il stalkait a été dédommagé de plusieurs millions de dollars. Vous devriez embarquer, monsieur, vous risquez de manquer votre vol. Ne vous inquiétez pas. Ils ne partiront pas sans moi. Tout est bien qui finit bien et ainsi se termine le premier épisode du Caméléon. Bah quoi? Franchement, je suis agréablement surpris, hein, j'ai pas détesté. Ah bah tu sais quoi, ça me fait plaisir que t'aies aimé. Et du coup, ça finit comment? C'est qui les parents de Jarod? Il se fait capturer ou il s'en sort? Ah bah ça, on le sait dans les saisons d'après. Ben vas-y, déballe, j'ai pas que ça à faire. Ok, attends, je fais un message de prévention et je te fais ça, ok? Attention, attention, je m'apprête à spoiler, comme un énorme porc. Si vous ne voulez pas être divulgaché, quittez tout de suite cette vidéo. Vous pouvez par exemple aller sur la chaîne Great Big Story, qui a un super reportage sur un moulin à papier. Notre papier a servi pour l'impression de la Constitution française. Des grands noms utilisaient notre papier. Je pense à Dali, Picasso, Chagall. Dans la première saison, Jarod passe une grande partie de son temps à regarder les archives de vidéosurveillance qu'il a volées au centre. Notamment celles qui montrent des expériences / tortures qu'il a subies étant enfant. Oublie la douleur. Concentre-toi. Donne-moi des détails. C'est d'ailleurs sur un de ses enregistrements qu'il fait la découverte de la vidéo qui prouve que la mère de Miss Parker, Catherine, s'est fait assassiner. Contrairement à la version officielle qui parlait de suicide. Jarod fait donc part de la nouvelle à une Miss Parker bouleversée. Je veux la vérité, je veux savoir comment ma mère est morte. Sur ces mêmes disques dérobés au centre, il fait aussi la découverte de Monsieur Rain, un mec aussi chauve qu'effrayant. Manque de pause sur la bande, on n'entend pas ce qu'il dit, mais ça n'arrête pas Jarod qui se met en tête d'apprendre à lire sur les lèvres pour déchiffrer les mystérieuses paroles de Monsieur Pluie. Dans cette saison, on en apprend un peu plus sur les personnages secondaires, notamment Sidney, dont on apprend qu'il a un frère jumeau dans le coma. On
s'en fout pas un peu comme de l'an 40 de ça? Non, ça aura son importance pour la suite de la série. Puis d'ailleurs, pourquoi on dit s'en foutre comme de l'an 40? On s'en fout pas de l'an 40, c'est une année super importante. La capitulation de la France face à l'Allemagne, l'appel du 18 juin, Merci el-Kébir. On fait aussi la découverte d'Angelo, un autre caméléon dont le centre se sert pour traquer Jarod. Mais Angelo, qui est bien plus malin que les membres du centre ne le pensent, les mène en bateau et cache les indices qu'il trouve sur la localisation de notre héros. On découvre aussi Kyle, un ancien caméléon du centre devenu entre-temps tueur en série. Jarod, après l'avoir traqué sans relâche, apprendra également que ce mystérieux Kyle n'est autre que son frère. Kyle est votre frère. Non, son frère. Il apprend aussi que ses parents ont eu une fille qui s'appelle Emily et qui est donc la sœur de Jarod. Non, sa sœur. On voit d'ailleurs sa sœur et sa mère dans le dernier épisode de la première saison, mais manque de bol, au moment où Jarod allait les retrouver, le centre fait son apparition, et alors que Michel Blanc le menace d'une arme, ce petit filou de Sydney pointe le bout de son nez et tire sur la bouteille d'oxygène qui accompagne Rains partout, et la fait exploser. Je croyais qu'il avait arrêté de fumer. Dans cette saison, on fait la découverte de deux nouveaux personnages importants. D'abord, Monsieur Lyle, qui vient prendre la place du père de Miss Parker au centre. Ce Monsieur Lyle est tellement cruel et immoral que même le redoutable Monsieur Rains le surnomme le croque-mitaine. On découvre aussi Brigitte, qui est une nettoyeuse pour le centre. Les nettoyeurs sont des membres du centre dont la mission est de faire disparaître tout indice, fichier ou document, ou même des personnes qui pourraient compromettre le centre. Mademoiselle Parker la déteste et la surnomme même la sorcière à sucettes. Pourquoi? Parce qu'elle passe son temps à sucer des sucettes. Dans cette saison, Monsieur Lyle, qui jusque-là ne se tournait pas les pouces, va en perdre un après qu'un membre des Yakuza l'ait pris en grippe. Un passage de la saison qui m'a particulièrement plu, c'est quand Sydney met la main sur un vieux monsieur du nom de Krieg. Ils se connaissent bien, puisque Krieg, que Sydney connaît mieux sous le nom du Docteur, Krieg était un médecin nazi qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, faisait des expériences sur les jumeaux. Son frère et lui ayant été cobayes pour cette ordure, Sydney a des envies de vengeance et surtout de meurtre. Ça, c'est pour Greta. Sydney! Non! Les nazis faisaient des essais sur nous. Mais nous n'étions que des enfants, voyez-vous. Il a envoyé les autres membres de ma famille dans les chambres à gaz. Je trouve ce passage particulièrement intéressant parce qu'on voit que Sydney a peur d'être envers Jarod comme le docteur Krieg, qui est une sorte de Mengele, le fameux médecin nazi qui faisait des expériences sur les juifs. Vous ne voyez rien. C'est moi qui suis devenu le monstre. Mais Jarod, avec son grand cœur, rassure son ancien psy et père de substitution. Vous n'êtes pas un monstre, Sydney. Et vous savez que vous êtes toujours ma famille. Au milieu de la saison, on revoit Kyle, le frère de Jarod, qui fait face à Monsieur Lyle. Kyle tire sur Lyle, que l'on croit mort, parce qu'il ne bouge pas d'un pouce. Elle était un peu facile celle-là. Mais en fait, Lyle se relève par magie et abat le frère de Jarod. Kyle! On apprend que le programme Prodige, initié par le centre, va être relancé. C'est un programme qui consiste à enlever des enfants, des futurs caméléons, qu'ils peuvent repérer grâce à une anomalie génétique détectée dans leur sang. Sydney, qui est révolté à l'idée de la reprise de ce programme, place une bombe dans le sous-sol où il est censé être relancé. La saison termine donc avec Jarod, Mademoiselle Parker, Sydney et Brooks qui sont dans le sous-sol au moment de l'explosion. Et voilà, fin. Salut, abonnez-vous. Bon, bien sûr, tout ce petit monde a survécu, sinon ce serait pas drôle. On fait aussi la découverte surprenante que Lyle est en fait le frère de Miss Parker. Non, son frère! Mais ils ont tous des liens de parenté dans cette série ou quoi? Et encore, c'est pas fini, hein. On s'aperçoit que le papa Parker ne s'ennuyait pas sur la banquise et avait caché sa liaison avec Annie et les sucettes et qu'ils vont bientôt se marier au grand désarroi de Miss Parker. Je vais devenir votre nouvelle maman. Cette saison nous offre quand même un peu de tendresse puisque la redoutable Miss Parker trouve l'amour en la personne de Thomas. Et on les voit passer des moments émouvants en amoureux. Oh, ils sont si mignons. Ce serait vraiment dommage que quelque chose de tragique arrive à un de nos tourtereaux. Oh mon Dieu! Non, pas ça! Tommy! Tommy! Autant mon amour! Oh mon Dieu! Non, non, c'est pas possible! Face au deuil de Miss Parker, on s'aperçoit également que Brigitte est une énorme connasse. J'ai beaucoup de mal à avaler le fait que quelqu'un se soit introduit chez vous et tué votre amant d'une balle de pistolet dans le crâne sans que vous n'ayez rien entendu. Je sais, contrairement à vous, protéger les personnes auxquelles je tiens. C'est aussi dans cette saison qu'on a le droit à un crossover entre le Caméléon et la série Profiler. Série d'ailleurs, elle aussi, diffusée le samedi soir sur M6 pendant la trilogie du samedi. C'est quoi un
crossover? Un crossover, ou un croix-dessus en français, c'est quand deux séries se mélangent l'une à l'autre et croisent leurs intrigues. On avait eu droit à ça avec Urgence et New York 911 par exemple, ou encore le magnifique... Que dis-je, le magnifique, l'excellentissime crossover entre Walker, Texas Ranger et le flic de Shanghai. Walker. Sortez vite! Donc, dans ce crossover qui dure quand même 2 heures, hein, faut s'accrocher, Jarod et Samantha Walters de la série Profiler font équipe pour résoudre une affaire de kidnapping. On apprend que le père de Jarod, qui se fait appeler le Major Charles, Toi, mon fils, oh, papa, essaie de détruire le projet Gemini, un projet du centre qui utilise l'ADN de Jarod pour faire des expériences ultra secrètes de la mort qui tue. Il n'était d'ailleurs pas le seul à vouloir mettre un terme à ces expériences. Catherine Parker, feu la mère de Miss Parker, protestait véhément contre ces expériences, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus protester. Pourquoi? Bah disons que c'est un petit peu compliqué de protester quand tu t'es fait assassiner, hein. Ouais, ça se tient. On apprend donc que Rains a kidnappé des centaines de femmes et a essayé de faire des clones de Jarod en les inséminant avec le sperme du Major Charles. Mais c'est affreux! Ouais, et tout ça nous donne droit à une scène méga glauque qu'on croirait tout droit sortie d'une vidéo de Patrick Beau, où Brooks découvre les expériences ratées de Rains. Bon, Monsieur Pluie, après 289 échecs suite auxquels il a fait disparaître les mères porteuses... Disparaître? Il a finalement réussi à faire un clone de Jarod. Et on a droit à une scène assez surréaliste où Jarod rencontre son clone qui ne sait pas qu'il en est un. Jarod lui apprend qu'il est son clone et, après avoir dans un premier temps refusé de le croire, il accepte la vérité. Il n'est qu'une copie, il n'a pas de vrais parents et n'a pas de propre identité. Mais c'est trop triste! Le plus triste là-dedans, c'est que malgré sa détresse absolue, Jarod Biss ne veut pas pleurer car il sait que Monsieur Rains déteste quand il pleure. Tu as le droit de pleurer si tu veux. Je ne peux pas. Monsieur Rains me l'a interdit. Ce qui signifie que même à des centaines de kilomètres du centre, Monsieur Rains continue d'exercer une emprise malsaine sur lui. Une emprise qui durera peut-être toujours. La saison finit sur une course-poursuite de folie, alliant hélicoptère, grosse bagnole, avion et moto. Alors que le Major Charles, sur conseil de Jarod, s'enfuit avec Jarod Biss. Je t'aime, mon fils! Le centre kidnappe Jarod, l'original cette fois, et Miss Parker se prend une balle qui était à la base destinée à son père. Au début de cette saison, Jarod, qui était retenu captif au centre par Lyle, s'échappe pour la 287 327e fois. Et j'ai compté. On a droit à un épisode flashback plein de références au Magicien d'Oz, dans lequel on voit que dans son enfance, Brooks était très malade et passait la plupart de son temps à l'hôpital. Que Miss Parker se sentait très seule car ses parents n'étaient jamais présents. Bon, au moins on voit que Sydney a eu une enfance heureuse, a joué tous les jours dans les champs fleuris avec son frère, aux bonnes odeurs de printemps, et ce, en toute saison. Non, je déconne, il a vécu son enfance dans les camps de concentration, dans lesquels sont morts des millions de juifs, d'homosexuels, de communistes, de roms, etc. Et à la fin de la guerre, en revenant des camps dans lesquels des scientifiques nazis ont fait des expériences sur lui et son frère jumeau, il a retrouvé sa maison en ruine. Dans la saison 4, on apprend aussi que Monsieur Lyle, le frère de Miss Parker, a un autre hobby que l'autostop. En effet, une de ses passions, c'est, tenez-vous bien, enlever des jeunes femmes asiatiques, les torturer, les tuer, puis ensuite, bien sûr, les manger. J'adore manger les restes. On apprend aussi qu'à part les sucettes, Brigitte a d'autres occupations puisqu'elle s'apprête à accoucher d'un petit garçon dont le père n'est autre que le père de Miss Parker. Ce qui signifie que Miss Parker va avoir un nouveau frère. Non, un frère? Espérons que celui-là soit un peu moins féru de cuisine asiatique, hein. Malheureusement, Brigitte meurt en mettant au monde le bébé Parker. Et le centre, qui trouvait bizarre qu'il n'y ait pas encore eu d'explosion cette saison, décide de faire péter l'endroit où elle se trouvait. Vers le milieu de la saison, on a le droit à un épisode ultra bizarre dans lequel Miss Parker couche avec Brooks. Ouais, en plus on voit que Brooks a un fantasme super bizarre. Je sais même pas si je vais réussir à le dire, ça me donne envie de gerber. Quoi? Il est fétichiste des pieds, le latex, le voyeurisme? Non, 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 bien plus tordu que ça. Il veut faire du roleplay dans lequel il est Puff Daddy. Yeah. Mais avant tout, j'aimerais que tu m'appelles Puff Daddy. Dis-le. Puff. Daddy. Ouais. Mais c'est n'importe quoi. Et encore, t'as pas vu le passage le plus excitant de l'épisode. T'es prêt? Vas-y, regarde.
Je voudrais que tu funks avec moi. Non, non, non. Non. Bon, en fait, tout ça n'était qu'un rêve chelou de Brooks qui s'était endormi alors qu'il devait monter la garde pendant une mission. Dans cette saison, Miss Parker, après avoir reçu des informations de la part de Jarod, décide de déterrer le cercueil de sa mère et en l'ouvrant, elle s'aperçoit qu'il est vide. Jarod apprend aussi que son père, le Major Charles, a retrouvé sa demi-sœur, mais bien sûr, au moment des retrouvailles entre Jarod et sa sœur, elle est retrouvée inconsciente suite à une tentative d'assassinat. Et Jarod apprend que quelques jours plus tôt, Monsieur Lyle traînait dans les environs. Coïncidence ? Non. Ah oui, et on apprend aussi un petit détail dans cette saison. Tout petit détail, hein. Le centre, il y a quelques années, a utilisé le sperme du père de Jarod pour inséminer la mère de Miss Parker. De cette expérience est né Ethan. Je t'aime, Ethan. Qui du coup est à la fois le frère de Miss Parker et le frère de Jarod. Non, son frère! C'est vraiment parti en couille là. Non, non, c'est pas parti en couille, je t'ai dit, c'est des inséminations artificielles. Bon, au moins du coup, on est sûr que Miss Parker n'est pas anémique. Ok, dis-moi Bilou, pourquoi elle n'est pas anémique, Miss Parker? Bah parce qu'elle n'a pas de carence en frère. Mais alors là, va bien te faire foutre. Donc, Ethan, qui je vous le rappelle, est à la fois le frère de Miss Parker et le frère de Jarod. Est manipulé par Monsieur Raines, qui lui donne l'ordre d'aller commettre un attentat à la bombe dans le métro. On voit également que la série n'en a plus rien à foutre d'elle-même, puisqu'on apprend qu'Ethan a des super pouvoirs et qu'il entend des voix, dont celle de sa mère, qui je vous le rappelle, est décédée. Mais ce n'est pas tout, puisque Miss Parker a également les mêmes capacités qui, on le découvre, lui viennent de sa mère. C'est moi, ta maman. Je t'aime. Et Sidney était au courant parce que c'est lui qui a aidé Catherine Parker à maîtriser ses super pouvoirs. Ah ouais, non, ils en avaient vraiment plus rien à secouer là. Bon, après 4 saisons, ça aurait été quand même bien que quelqu'un lui dise de huiler ses putains de roues à celui-là, hein. Sidney se prend pour Fabien Olicard et essaye de faire en sorte que Jarod se souvienne des moments qu'il a passés dans sa jeunesse avec Catherine Parker. 3, 2, 1. Replonge-toi dans tes souvenirs, Jarod. Grâce à Sidney Olicard, il se rappelle donc que la mère de Miss Parker lui parlait du sperme de son père avec un grand sourire. Mon mari s'est servi des échantillons de sperme de ton père pour que je tombe enceinte. Donc, Monsieur Monopoly voulait créer un enfant qui aurait eu l'intelligence de Jarod et la capacité à entendre des voix de Miss Parker. C'est pour ça qu'il a inséminé Catherine Parker avec le sperme du Major Charles, ce qui a eu pour conséquence la naissance d'Ethan. On voit aussi que quelques minutes après avoir accouché d'Ethan, Catherine Parker s'est fait assassiner par cet enfoiré de Monsieur Raines. C'est la seule solution, Catherine. Ah, en fait, on croyait que c'était Monsieur Raines qui l'avait tué, mais en fait, le twist, c'est que c'était Monsieur Raines qui l'avait tué. Pas mal. Ouais, et si ça ne suffisait pas, il a en plus réalisé le pire cauchemar de la manif pour tous. Je suis ta maman dorénavant. En voyant ça, Miss Parker est un petit peu ronchonne et décide d'aller assassiner Monsieur Raines pour se venger du meurtre de sa mère. Il s'apprête à lui donner des informations super, méga, giga importantes sur son passé, quand soudain... Monsieur Monopoly l'en empêche et tue Monsieur Pluie. Évidemment. La saison se termine avec Jarod et Miss Parker qui essayent d'empêcher Ethan, leur frère, de faire exploser le métro sous un immeuble où se tient un congrès de diplomatie internationale. Ils parviennent à dévier la trajectoire du train pour qu'il se dirige dans une ancienne gare désaffectée et prennent la décision que je trouve franchement plutôt intelligente, sauter du train avant qu'il n'explose. Ah ouais, pas con. Du coup, ils sautent du train en marche 3 secondes avant l'inévitable explosion et boum, on voit le métro exploser et la rame se remplir de flammes. Et voilà, c'est la fin de cette 4e et dernière saison du Caméléon. Attends, t'es sérieux? Tout ça pour ça? Tous ces épisodes pour finir sur un putain de cliffhanger? Non, mais il y a aussi eu des téléfilms après, hein. Ah, ok, ils nous laissent pas comme ça sur notre fin. Bon, je ne me réjouirais pas si j'étais toi, parce qu'après la 4e saison, NBC a décidé de céder les droits de la série à TNT, une chaîne du groupe TBS, dont les initiales signifient Turner Network Television, à ne pas confondre avec TNT, le système de diffusion dont les initiales signifient Télévision numérique terrestre, et à ne pas confondre non plus avec la TNT, dont sont si friands les showrunners du Caméléon. Donc TNT a racheté les droits de la série pour faire 4 téléfilms, mais au bout du 2e, ils ont décidé de renvoyer tout ce petit monde à la maison et la série n'a jamais eu de réelle fin. Pour résumer vite fait, dans le premier téléfilm, très justement nommé Caméléon contre Caméléon, il retrouve un ancien ami du centre qui était lui aussi un caméléon. Je ne savais pas si je te reverrais un jour. Bien qu'au fond de mon cœur, je l'ai toujours espéré. Mais il meurt.
Il a été tué par un ancien ami du centre qui était lui aussi un caméléon. Est-ce que tu as une idée de ce qu'ils me feront subir si jamais ils me reprennent? Mais il meurt aussi. Bien sûr, il est mort juste après avoir dit qu'il avait plein d'informations sur le passé de Jarod. Ah, et il y a eu une explosion aussi à un moment. Le film se termine sur une photo sur laquelle sont présentes la mère de Jarod et la mère de Miss Parker. Ce qui signifie que contrairement à ce que tout le monde pensait, nos mères se connaissaient. Le deuxième téléfilm intitulé L'Antre du Diable commence avec Alexandre Benalla qui tente de récupérer et détruire des preuves au siège de la République En Marche. Après avoir enquêté sur la photo de la fin du film précédent, Jarod se retrouve face au bar où la photo a été prise et on comprend que ce symbole est celui d'une société secrète. Société secrète? Qui s'appelle les Vespasiens. Ouh. Ah, et on apprend que ce jour-là, les dialoguistes avaient vraiment la flemme. Je vous jure que cette maison est maudite. Maudite? Ah oui, les 8 cinglés. Les 8 cinglés? Paraît que ça remonte aux Vespasiens. Aux Vespasiens? Et une société secrète fondée il y a une centaine d'années environ. Société secrète? Bon, son enquête le mène sur une île un peu bizarre sur laquelle il retrouve sa mère qu'il désirait tant revoir. Mais bon, on commence à connaître la musique après 86 putains d'épisodes. Un hélicoptère du centre débarque et fait fuir la mère de Jarod. Ensuite, l'île est désertée suite à l'annonce d'une tempête, mais Jarod et Miss Parker restent pour enquêter, blablabli, blablabla. Ah, et il y a elle qui meurt là aussi. On apprend que l'île abrite un monastère où des moines veillent depuis des siècles sur des rouleaux magiques. On voit aussi que Miss Parker poursuit le fantôme d'une petite fille qui ne me fait pas peur du tout parce que je suis un grand garçon et que je n'ai pas peur des fantômes. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Le fantôme l'amène vers une poupée super flippante qui, je sais pas pourquoi, me fait penser à Sylvie Vartan dans la chanson du pâtissier. Quand un petit pâtissier l'embrasse madame, quand un petit pâtissier est amoureux de ton petit Bon, après que Miss Parker a appris que sur cette île vivaient ses ancêtres au destin tragique, blablabli blablabla, on a le droit à un moment ultra mignon entre elle et Jarod. Jarod Gates et le trésor des Vespasiens reprend et Jarod continue son enquête mi-magique, mi-historique à base de flashbacks d'enfants morts, de moines assassinés et de démons tueurs. Pendant ce temps-là, au centre, sur ordre de Miss Parker, Brooks et Sidney veulent faire des tests ADN. Ils prélèvent donc des échantillons de sang. C'est son sperme. Ah, t'as encore du mal à faire la différence, à ce que je vois. On apprend donc que Monsieur Raines et Monsieur Parker sont en fait... frères. Non, son frère. Bref, ensuite, Jarod et Miss Parker. Attends, tu trouves pas qu'il manque un truc dans ce film? Un bon script, des retournements de situation moins pourris et une meilleure réalisation? Mais non, voyons, une explosion. Ah oui. Du coup, Craig Van Sickle et Steven Machin Chose ont fait appel à leur meilleur pote artificier pour qu'on ait le droit à ça. Il n'y a aucune issue. Moi, j'en vois une. Est-ce que ça va? J'ai connu mieux. C'est totalement con. Bah quoi? Bah elle a un gun, ta Miss Parker là. Elle aurait pu péter le vitrail avant de sauter au lieu de se défoncer la tronche contre. Ouais, et surtout qu'en vrai c'est solide un vitrail. Dans la vraie vie ça aurait sûrement pas pété et ils auraient juste eu super mal au crâne. Il n'y a aucune issue. Moi, j'en vois une. Bon, Miss Parker et Jarod trouvent les rouleaux, mais ils se font doubler et capturer par le centre qui voulait aussi les rouleaux magiques. Ah oui, et finalement lui il est encore en vie. Parce que c'est quand même pas une balle dans la poitrine et un cancer qui vont le tuer. Tout ce petit monde se retrouve dans un avion du centre et Mr Parker décide de lire les rouleaux ultra magiques en cachette parce que, bah, pourquoi pas hein. Puis suite à la révélation ultime qu'il y avait dessus, il se met en tête de sauter de l'avion en vol avec les rouleaux. Dieu te protège, mon ange. Papa! Jarod pose l'avion en catastrophe avant de s'enfuir et l'artificier Besta des showrunners, sachant que ce serait probablement sa dernière fois, décide de mettre le paquet. A noter que la séquence du crash d'avion est exactement la même que dans Die Hard 2. À la fin du film, Jarod et Miss Parker se réconfortent au téléphone et pendant ce temps-là, échoués sur une plage non identifiée, on découvre la valise contenant les rouleaux magiques que Mr Parker a lus avant de sauter de l'avion et on peut lire sur ces parchemins millénaires une inscription mystérieuse. Le centre verra le jour. L'élu
sera trouvé. Un garçon nommé Jarod. Et ouais. Ouais. Et voilà, ainsi se termine le Caméléon, après 4 saisons et 2 téléfilms. Et si, au départ, ils avaient prévu de faire 2 téléfilms supplémentaires, mais entre-temps, la série a été déprogrammée par la chaîne TNT pour faute d'audience, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et finalement, je trouve que c'est une fin qui est plutôt pas mal. Tu te payes ma tronche, là. Non, je suis sérieux, je trouve que cette fin est parfaite, dans le sens où elle représente parfaitement la série dans son entièreté. Dans cet épisode final, tu as l'essence de ce qui s'est passé en 86 épisodes auparavant. Comme tout au long des saisons, dans cet épisode, on a Jarod qui se fait cœur-blocked par le centre. On a des scènes de rivalité-amitié entre Miss Parker et Jarod. On a Brooks et Sidney qui aident les personnages principaux dans leur quête. On a des trahisons, on a des nouveaux frères, on a des explosions, et on a du sperme. C'est son sperme. Bon, après, je te l'accorde, hein, cette fin est super frustrante. Elle ne répond à aucune question et ne fait que rajouter de la confusion. Comme avec Reigns, qui serait le vrai père de Miss Parker et Lyle. Et maintenant, plus que jamais, ils ont besoin de moi, ainsi que de mes enfants. Miss Parker, tout au long de l'épisode, se rend compte enfin qu'elle est manipulée par le centre, mais au final, malgré tout ça, elle reprend son poste de garce en chef à la fin de l'épisode. Les choses sont donc bien comme avant. On ne sait toujours pas comment a été créé le centre, ni dans quel but. On ne sait pas où il est, celui-là. On n'en sait toujours pas plus sur la passion de Lyle pour la cuisine asiatique. Et on n'en sait pas plus sur la mère de Jarod et sa relation avec la mère de Miss Parker. La série laisse penser qu'elle va répondre aux questions que l'on se pose, mais au final ne fait que poser de nouvelles questions. Et surtout, le truc avec lequel j'ai le plus de mal, c'est qu'après 4 saisons où l'intrigue tourne principalement autour de questions concrètes, même scientifiques, enfin qui n'ont absolument pas attrait à l'ésotérisme, les showrunners ont tout simplement pété un câble et fait appel au surnaturel. Il y a le fantôme que voit Miss Parker, il y a une confrérie de mecs bizarres, des centaines de références bibliques et des putains de rouleaux magiques qui contiennent une prophétie qui parle de Jarod. On a l'impression que le but de Craig Van Sickle et Stephen Long Mitchell est de rendre leurs spectateurs plus confus au fur et à mesure des épisodes. Eh ben, c'est réussi, hein, bravo à eux. Bon, le Caméléon a clairement ses problèmes, hein. Par exemple, c'est ce qu'on appelle un formula show, c'est-à-dire une série dont chaque épisode suit une structure narrative semblable. Dans chaque épisode, Jarod trouve une injustice à venger, il devient quelqu'un d'autre, se lie d'amitié avec un nouveau personnage qu'il rencontre grâce à sa nouvelle identité, il découvre un nouvel objet de la culture populaire et échappe de peu au centre. Et on répète ça à l'épisode d'après, et ainsi de suite. Et bien que les formulas shows comme Code Quantum, Colombo ou Les Experts ont un certain charme, ça peut vite devenir redondant et ennuyant, et c'est clairement le cas ici. Le jeu du chat et de la souris entre Miss Parker et Jarod devient vite, très vite lassant. Au bout d'un moment, vu le nombre de fois où le Caméléon se fait capturer et réussit à s'échapper comme par magie, ces moments qui sont censés apporter de la tension n'ont plus aucun enjeu, car on sait que même s'il se fait capturer par le centre, Jarod s'échappera probablement grâce à son super intellect de l'espace ou un Deus Ex Machina qui passait par là. Un autre problème de la série que j'ai déjà évoqué, c'est clairement l'immobilisme de sa trame scénaristique. Les questions que soulève la série ne sont jamais résolues, et quand elles le sont, souvent en fin de saison, elles le sont maladroitement. Et une question qui me turlupine depuis que j'ai commencé cette série, c'est qu'est-ce que c'est que ces rebondissements à la con? Les parents de Jarod sont morts, mais en fait non, mais en fait si. Jarod a été cloné, donc il y a plein de Jarod dans la nature en mode Kagebuchi no Jutsu, mais aussi il est un petit peu Jésus-Christ. Il y a des personnages qui se sont suicidés, mais en fait non, ils se sont fait assassiner, mais en fait non, ils sont pas morts. Et il y a aussi plein de nouveaux caméléons sortis de nulle part. Mais surtout, ce qui m'agace le plus, c'est que dès que les showrunners sont à court d'idées, ils décident de piocher dans leur chapeau à idées scénaristiques. Alors? Bah attends, laisse-moi le temps. Dévoiler un lien de parenté entre deux personnages. Encore? Bah je peux rien moi, c'est le chapeau. Tu penses pas qu'on devrait mettre plusieurs papiers dans le chapeau? Non. Mais malgré tout, j'ai quand même de la tendresse pour cette série. Les 2 premières saisons sont bonnes, avec des intrigues un minimum crédibles, un ton léger et des moments drôles, et la formule répétitive des épisodes n'a pas encore eu le temps de nous lasser. Bon, effectivement, ça se complique par la suite. Je vous demande pardon? Un autre point positif de la série, c'est clairement son excellente VF, dirigée d'une main de maître par Georges Caudron. Michael T. Weiss est parfaitement interprété par Nicolas Marié, que vous avez pu entendre comme VF de très nombreux acteurs, comme Tim Ross, en cas Lightmind dans Lie to Me, ou encore Anthony Stewart Head en Giles dans Buffy contre les vampires. Andrea Parker est interprétée quant à elle par Françoise Rigal, qui a parfaitement su garder le côté autoritaire et sarcastique du personnage. D'ailleurs, si je ne devais retenir qu'un seul point positif de la série, ce serait sans hésiter
Mademoiselle Parker. C'est le personnage qui est censé être l'antagoniste principal, c'est elle qui est en permanence aux trousses de Jarod. Mais on est obligé de s'attacher à elle, à cause de son passé et de sa personnalité. Elle est au centre malgré elle. Elle aurait tout aussi bien pu être de l'autre côté de la traque si elle n'avait pas été la fille du boss. Elle recherche des réponses sur la mort de sa mère, mais les autres membres du centre font tout pour l'empêcher d'en savoir plus. Même, voire surtout, son propre père. Enfin, son père. On ressent tout au long des saisons et des épisodes l'extrême solitude de ce personnage, et on comprend que la seule personne qui l'a fait se sentir moins seule est également la personne qu'elle doit capturer pour la remettre aux mains sales du centre, Jarod. Et surtout, ce qui rend Miss Parker ultra cool, c'est ses punchlines de dingue. Comment vous savez tout ça? Avant, j'étais de l'autre côté de cette vitre. Ah oui, et alors, comment ça finit en général? Bien. Bien pour ceux qui sont de l'autre côté de la vitre. Vous m'avez flingué. En pleine tête. C'est comme ça que vous me plaisez. Je sais que vous avez de l'affection pour Sydney. Moi aussi, je suis attachée à ce vieux schnock. Fichez-moi la paix avec votre morale, vous m'ennuyez. Si on cherche la pollution urbaine et une irrésistible odeur d'urine, on est au bon numéro. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Harold Rosen, seriez-vous intéressé par une rente viagère ou par un placement à long terme? Casse-toi, Bugs Bunny. Interdit de fumer ici. Appelez les flics. C'est dangereux de sortir d'ici. Tenez. Je veux tuer cette garce pâle à dévisser. Je savais qu'il était secoué, mais là, il s'est décollé la pulpe du feu. Hier soir, j'avais un rendez-vous. Ah oui, c'est vrai? C'est lorsque deux personnes se voient vraiment sans utiliser un ordinateur comme intermédiaire. Ce qui me procurerait une grande satisfaction serait de procéder à son autopsie. Mais avant qu'il soit mort. On dirait qu'il s'est retiré au fond d'un désert. Ah, c'est un résumé de votre vie privée? Vous croyez qu'il va tenir le coup? La question est de savoir s'il a déjà fait dans son froc. Ces rêves que vous faites sur moi, vous me les raconterez. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur le caméléon. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des noms de séries que vous voudriez que je traite. Je connais pas tout, donc il y a forcément des petites pépites que vous pourriez me faire découvrir, et ça j'en ai vraiment envie. Abonnez-vous, brossez-vous les dents, faites des bisous à vos mamans, et à la prochaine pour un nouvel épisode de Y'a plus de saison. Donc dans chaque épisode, alors qu'il est recherché par les Santere. Ah oui, c'est du 15CH. Ah oui, d'accord. Ah, dommage que ce soit pas des pastilles qui me fassent mieux jouer, hein, parce que j'en aurais besoin. Il me faudrait de l'homéopathie avec de la sueur de Sarah Bernard diluée 15 fois, tu vois. Voilà, on voit bien. L'appel du 18 juin. Merced Kébir, 18 juin. J'arrive pas à dire 18 juin. C'est dur à dire 18 juin. On s'en fout pas de l'an 40, il a des super importantes. L'appel du 10 juin, Merced Kébir. Putain, j'ai pas réussi non plus. T'as vu? Ouais, non, j'ai encore loupé des trucs, je sais. Hein. Ouais, il y avait un truc qui m'avait gêné. Genre le fait que je parle, c'est gênant. C'était bien? Ouais. Dis, hein, si c'est pas bien. Moi, il vaut mieux que je refasse 1000 fois et que ce soit bien plutôt que de devoir retourner dans 2 semaines si c'était pas bien, quoi. Un passage de la saison qui m'a particulièrement, je sais pas. Tu sais que t'adorais le flic de Shanghai. C'était trop bien. Bah oui, il y avait un gros qui se battait. Moi, je voyais un gros qui pouvait se fight. J'étais content, tu sais. Moi, j'ai jamais eu de problème de représentation avec les Arabes ou quoi. C'est toujours quand il y avait un gros. Par contre, j'étais ouais, c'est ma famille, ça. Ça va me faire super mal. Allez, on se réveille là-dedans. On apprend donc que Monsieur Monopoly voulait créer un enfant qui aurait la capacité d'entendre de Miss Parker, d'entendre des voix, ce serait mieux, parce que tout le monde peut entendre, enfin pas tout le monde, mais de manière générale, il y a quand même une grande partie de la population qui peut entendre. Mais pas forcément qui peut écouter. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé que ça fait 8 heures qu'on tourne. Voilà, trop bien, du sperme.